messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission dédiée spécialement à la police nationale d'Haïti pour ses 20 ans. À l'issue de cette émission, nous allons voir les expériences vécues par cette jeune force de police, les efforts consentis pour la rendre professionnelle, efficace, efficiente et respectueuse des droits humains. Enfin, nous allons voir le plan de développement de la PNH. Mettra-t-il cette institution à l'abri de manque de ressources financières, matérielles et humaines? C'est ce que nous allons voir avec deux invités de marque. Sophie Bouteau de Lacombe, vous êtes porte-parole de la MINUSTAH. Bienvenue à cette émission. Merci de l'invitation. Et on a aussi le porte-parole de la PNH. Merci de l'invitation. J'espère que tout ce que j'aurai à dire reflètera l'opinion de la quasi-totalité de tous les policiers. Et je rappelle que vous êtes Franz Lerbourg, vous vous êtes passé de présentation. Donc, le profil de la police nationale d'Haïti, quelles sont ses particularités? Mais bien avant, je vous invite à suivre ce clip. Je vous invite à vivre les premiers instants de la PNH. Regardez. « 12 juin année 1995, c'est date première promotion PNH là, Police nationale d'Haïti, te prend la rue. Depuis le créé, c'est sous titel ministère la justice PNH la placé. Yon force police tout neuf, c'est ça en pile l'idée politique dans l'époque là te souhaité. Pour finir avec l'armée d'Haïti, yo te quoi que impliqué dans 3 coups d'état. Dans l'année 2004, PNH te gen seulement 3000 policiers qui étaient déployés sur tout territoire national là. D'après l'organisation État américain, un effectif qui pas assez pour tout défi que te gagné. Climat insécurité a te bay cassé et PNH là te fragile, tout wawat et il pas gen assez équipement pour le protéger population. C'est comme ça Haïti te trouvé dans un climat insécurité qui te baille en pile qu'est sauté. En pile unité spécialisée te créée pour établir l'ordre public. Tant que SIMO, corps intervention avec maintien l'ordre, BRI, brigade recherche avec intervention, SWAT, BLTS, brigade lutte contre trafic de drogue avec brigade canine, et puis BOID, brigade opération avec intervention départementale là. Monsieur Fontier-Bourg, on a suivi un petit peu les premiers pas de la police nationale d'Haïti, mais aujourd'hui, nous sommes en 2015, la PNH fête ses 20 ans d'existence. Est-ce qu'on peut dire que ces premiers pas vraiment ont été... vous avez passé vraiment de rudes épreuves? Oui, mais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le contexte s'y prêtait, en ce sens que, avec le retour de l'ordre constitutionnel, il était question qu'on réadapte l'armée à la nouvelle donne. Mais au fait, on a retenu environ 1500 officiers des forces armées qui devaient reconstituer un embryon d'armée qui allait repartir sur d'autres bases et vers d'autres fonctions. Mais au fait, la police intérimaire a pris naissance dans ce giron-là et dirigée d'ailleurs par un ancien gradé des forces armées. Et la transition a été la transition d'une armée, de l'armée qui existait à une armée professionnelle, si vous voulez, a été invalidée justement par les impedimenta de l'heure, quoi. Et c'est ainsi que la police nationale a émergé, avec pour mission de sécuriser les vies et les biens. Elle s'est dotée d'une loi pour fixer le cadre légal. Et la première promotion a vu le jour justement le 24 juin 1995. Il faut dire que pour la première promotion, il s'agissait non seulement de gens formés à l'école à l'époque et par ICITAP à la direction des écoles de la formation permanente,
Mais il y avait aussi des gens venus d'ailleurs, des policiers venus d'ailleurs qui, sur l'exil du prêtre président, ont reçu des formations en dehors du pays. Je parle de ceux de Regina, je parle aussi de certains qui se sont réfugiés à Guantanamo et qui ont reçu une formation aussi. Et ces 3 catégories de personnes ont formé la première promotion de la police nationale et devaient s'atteler à des tâches qui jusque-là leur étaient inconnues. Dans cette période exactement, entre 2002 et 2004, l'institution traversait vraiment des moments difficiles. Des organisations de droits humains dénonçaient vraiment la politisation de l'institution. Alors là, on pouvait parler de rudes épreuves. Rudes épreuves pour plusieurs raisons. Les contradictions politiques montaient en puissance. Et la police, justement, comme seule force armée légale qui existait, était tirée à tort et à travers. Donc, et en tant qu'institution républicaine, elle aurait dû rester neutre. Mais vous savez que ce sont les hommes qui font les institutions. Il suffit d'introduire des hommes liges et puis tout part en fumée. Donc il y avait vraiment cette intention de vassaliser la police à cette époque pour que la police fasse un certain nombre de travaux qui favorisaient un camp et non l'autre. Et heureusement, on a pu sortir Mais pour s'en sortir, effectivement, est-ce qu'il a fallu attendre l'arrivée de la mission des Nations Unies en 2004? La police n'avait que 9 ans, Sophie Bouteau de Lacombe. Comment vous aviez perçu à l'époque cette force de police? Était-elle vraiment fragilisée et qu'il fallait vraiment apporter une solution dans les médias? Je pense que déjà, la perception, c'était que c'était une force courageuse, parce qu'il y avait à l'époque à peu près 4 à 5 000 policiers qui étaient répertoriés dans l'institution policière. Après ça, les études qui ont été faites ont montré que certains d'entre eux étaient inscrits, recevaient un salaire mais n'étaient pas là, ou certains étaient décédés et d'autres recevaient le salaire. Donc il a fallu faire une épuration, un vetting de cette institution. Mais au départ, quand on est arrivé, il faut se rappeler le contexte dans lequel on est arrivé. En 2004, dans une situation politico-sécuritaire très tendue, il y a eu une décision du Conseil de sécurité d'envoyer une force intérimaire, une force multinationale intérimaire, et de se donner la possibilité d'envoyer une force des Nations Unies. Et c'est ce que le Conseil de sécurité a fait, donc avec 2 résolutions, la résolution 1529 et la résolution 1542, donc en 2004. On se souvient de la MIF qui est arrivée ici le 29 février 2004 et ensuite la MINUSTA le 1er juin de la même année. Donc il y a eu, je dirais, cette transition déjà entre la force multinationale qui travaillait aux côtés de la PNH déjà et puis la MINUSTA avec le déploiement des troupes militaires dans l'ensemble du pays, pas seulement à Port-au-Prince, et également les UNPOL, on les appelait à l'époque des CIFPOL, mais donc cette police des Nations Unies qui est arrivée, qui a commencé à regarder quels étaient les besoins de la PNH. Donc il y a eu une première étape en fait d'analyse de la situation et des besoins de façon à pouvoir savoir comment faire un appui. Et le premier appui qui a été identifié, c'est l'appui opérationnel. Comme le disait le commissaire Lorbourg tout à l'heure, il y avait un vrai besoin de permettre des opérations sur le terrain pour lutter contre la criminalité. Criminalité qui était vraiment concentrée sur Port-au-Prince, concentrée dans certains quartiers avec des gangs très organisés qui terrorisaient la population. Donc vraiment une première étape d'appui opérationnel à cette police nationale. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la vision, notamment la vision de la police nationale d'Haïti, qui est une force professionnelle, efficace, efficiente, de proximité et notamment respectueuse des droits humains. Donc, mais bien avant, nous allons voir cette séance de formation suivie par des agents de la police nationale. Je vérifie, il n'y a rien de suspect. Je me dirige à la deuxième chambre, je vérifie également s'il n'y a pas d'éléments, parce que ça c'est un autre dossier. Je vérifie également dans l'autre chambre, est-ce qu'il n'y a pas de présence, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où... Simulation yon scène crime dans yon salle direction centrale police judiciaire dans Port-au-Prince. 40 enquêteurs police judiciaire pendant 3 semaines après une formation spécialisée. Ce que vous faites, parce que ça c'est un scellé que monsieur va signer avec moi. Objectif formation, c'est pour enquêteurs qui viennent pimaton dans affaire mener enquête, écrit procès verbal ak nan comment pour yo suivre procédure pénale yo. Donc l'idée c'est renforcer compétences sous scène de crime pour qu'on mieux armé pour mener enquête. Dans simulation, yo fait exercice pratique sur aspect légal yo ak sous procès verbal yo. Mais tout ak matériel qui fait pour ça. Yo fait pratique tout sous technique investigation ak perquisition.
Dans cette simulation, yon cadavre qui pendie. Yon l'autre cadavre ti moun son cabane. Ak sou yon table, yon ti note. On série de signes qui montraient que c'est un grand monde qui touye tête li. L'el fin touye ti moun nan. Mais d'après analyse sous circonstances la mort, c'était un monde yo touye. C'est pas li qui te touye tête li. D'après formateur yo, pi grand défi captain enquêteur yo, c'est accepter vérité la science bay la. C'est celle lui-même qui est capable de tomber d'aplomb avec ça un suspect pral dit dans le jugement. Et c'est ça tout qu'a bay bon preuve claire qui nécessaire pour juge yo traiter un dossier. Voilà, on vient de suivre une séance de formation en matière de scène de crime. Sophie Bouteau de Lacombe, vous le disiez tantôt, dans un premier temps, il a fallu à la mission des Nations Unies d'identifier les besoins de la police nationale, mais quels sont les secteurs que vous avez ciblés de formation, de manquement au niveau des agents de la police nationale dans l'exercice de leur profession? Alors, effectivement, la formation, c'est un des aspects des besoins qui ont été identifiés, mais aussi le renforcement des effectifs et le développement de la PNH. Donc, il y avait un premier plan qui avait été fait, le plan 2004-2008 à l'époque, qui ensuite a été modifié avec les nouvelles élections et un nouveau gouvernement. Mais dans ce premier plan, donc, il y avait un besoin d'effectifs, un besoin de formation, mais aussi un besoin de logistique et de structure. D'infrastructures, le nombre de commissariats, combien de commissariats étaient présents, est-ce que ça donne les moyens aux policiers de faire leur travail dans de bonnes conditions. Vous parlez des différentes formations. Il y a la formation déjà initiale, la formation de base, c'est-à-dire quand on doit renforcer les effectifs, il faut former un policier. Donc il a fallu revoir tout le curriculum de formation d'un policier, qu'est-ce qu'on doit apprendre quand on veut devenir policier. Donc il y a eu un appui de cette police des Nations Unies pour constituer ce curriculum de la formation initiale. Ensuite, il y a des formations continues, c'est-à-dire les policiers qui étaient déjà dans l'institution ont dû recevoir un certain nombre de formations en matière des droits de l'homme, en matière d'accueil des enfants, notamment des enfants victimes de violences, en matière d'enfants aussi qui sont en conflit avec la loi. Donc, comment est-ce qu'on fait un entretien avec un enfant? L'accueil des femmes aussi, victimes de violences sexuelles, par exemple. Donc, il y a eu une première unité pilote qui a été faite à Port-au-Prince pour l'accueil de ces femmes victimes, déjà dès 2005. Donc, un certain nombre de formations spécialisées déjà à l'époque, mais surtout la formation initiale pour renforcer les effectifs de la PNH. Mais Franz Serbault, on peut dire, vous avez vraiment 10 ans de collaboration à peu près avec la mission des Nations Unies sur place. Et quid des compétences que vous avez, en fait, des formations que vous avez reçues? Est-ce qu'on peut dire en ce moment que la PNH, les agents de la police nationale sont dotés vraiment de compétences pour exercer leurs fonctions? Alors, il y a un ensemble de formations qu'on a prises sur place, mais il faut noter aussi qu'il y a des formations qui ont été prises à l'extérieur du pays par nos agents et par nos cadres aussi. Mais ce qui importe le plus pour nous, c'est l'appui qu'on a eu sur la formation de structures de formation, comme l'École nationale de police et l'Académie nationale de police, qui a vu le jour en avril 2011. Voilà, là, on a décanté la formation initiale et la vraie formation continue sur place. Et je crois que c'est un besoin qui a très bien été identifié et on a pu profiter le plus possible. Notamment au niveau de la police judiciaire. Vous allez voir que dans le plan, on va y venir, je n'en doute pas, sur les différentes structures à renforcer. C'est-à-dire, il y a la DCPJ, il y a les gardes-côtes, il y a aussi la direction de l'administration pénitentiaire. En termes de compétences et de capacités, on a agrégé un certain nombre de compétences. Mais maintenant, c'est l'optimisation de ces compétences qui nous reste à faire et identifier ce qui reste à faire. Je ne pense pas que tout a été fait, on est d'accord, mais on a pu profiter au maximum, notamment sur le plan structurel et sur le plan de l'articulation des organes, de l'appui de la MINUSTAH, et ça nous a beaucoup aidé. Mais il faut croire aussi qu'au-delà de tout ce qui a été fait au point de vue institutionnel, la politique doit suivre. Le politique, ça doit dépendre. On dépend de ça, quoi. Il faut dire qu'on a assisté aussi à une politique d'augmentation de l'effectif des femmes au sein de la police. C'est ce qu'on va voir. D'abord, regardez ce clip. Inauguré au sein de la PNH, le Bureau de la coordination nationale des affaires féminines et questions du genre constitue une victoire dans la lutte des femmes haïtiennes
pour le plein exercice de leurs droits fondamentaux. Pour le moment, on a un peu moins de 8% de femmes dans la police. Donc nous avons aimé combler pour nous arriver au moins à 30%. Donc nous occuper de affaires féminines, c'est interne de mesdames qui sont dans la police. This is the first office and the most important office to start with. But already now we have office projects in. Premier bureau ça c'est le plus important. Mais nous déjà gen bureau ça dans au Cap ak Fort Liberté. Nous prévoit l'ouvrir un autre bureau dans la Tibonite. Objectif là, c'est pour nous ka gen entre 8 ak 10 bureaux dans tout pays année ça même. Si nous avons une cellule là, nous avons des gens formés, policiers nous formés en ce sens pour recevoir les gens et que nous pour là notre bataille pour impunité à tout, contre impunité à tout parce que si il y a un violeur par exemple qui fait une agression, on connaît une structure qui mettait en place au niveau de la police là, côté mon nakal porter plainte et puis nous arriver à une solution, nous arriver à résoudre le problème ça, nous prenons agresseur là, nous arriver condamner etc. Donc c'est empêcher que l'agression de l'autre monde puis devant. Sophie Bouteau de la Combe, vous travaillez pour la mission des Nations Unies en Haïti. Au sein de la PNH, il y a 7,5% de femmes. Donc, on travaille et la MINUSTAH appuie cette initiative pour augmenter le nombre de femmes au sein de la PNH. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour donner aux femmes ce qui leur revient? Alors, bon, déjà, la Constitution haïtienne elle-même prévoit qu'il faut 30% de femmes dans différents secteurs de la société. Et je dirais même qu'il faut aller plus loin, il faut essayer d'aller jusqu'à 50%, puisqu'on s'est aperçu que la place des femmes dans la société, si elle n'est pas globale d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue sécuritaire, eh bien, la paix n'est pas là. Il y a un manque de culture de paix, il y a un manque d'avancée économique. Et donc, c'est pour ça que les femmes doivent prendre leur place dans tous les secteurs de la vie sociale. Mais surtout au niveau de même la MINUSTAH, les missions de maintien de la paix en général, on fait un effort de plaidoyer pour avoir des femmes policières qui viennent en tant que police des Nations Unies, des femmes militaires aussi qui viennent en tant que militaires des Nations Unies, des casques bleus féminins et même des officiers civils comme moi. Il faut continuer l'effort pour inciter des femmes à s'engager dans la vie économique, à s'engager dans la vie politique, à s'engager dans la vie sécuritaire de leur pays, parce qu'un pays qui n'a que des hommes ne peut pas avancer sur ses deux pieds. Il avancerait à cloche-pied. Et c'est ce que vous faites, Frontière Bourg, au sein de la PNH. Oui, alors, la politique de vous genre... avez une grande campagne. Oui, alors, la politique de genre est une nécessité, si vous voulez, et un des grands chantiers des organisations internationales, justement. Et surtout dans le but de rompre avec certains préjugés, vous voyez. Et quels sont ces préjugés? Rien n'explique, par exemple, qu'une société à 52% de femmes n'occupe pas les mêmes postes que les hommes, à compétences égales ne puisse d'ailleurs occuper ces postes, et en plus soit sous-rémunérés par rapport aux hommes. Donc ce sont ces différents préjugés et qui commandent les nouvelles politiques de genre, un peu partout. Donc la MINUSTAH, en tant que partenaire, est pratiquement branchée ce domaine-là, et la police essaie de bousculer les habitudes pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes impliquées, pourvu qu'elles soient bien éduquées, qu'elles soient bien préparées. Et il n'y a aucune limite à leur capacité. Donc il faut pouvoir développer l'accès à toutes les institutions, à toutes les femmes qui en sont capables. Mais concrètement, au sein de la PNH, est-ce que les femmes, autant que les hommes, gravissent les échelons aussi facilement que... Vous avez compris qu'elles sont en nombre inférieur. Donc, elles peinent aussi à égrener les échelons. Mais il n'y a pas de discrimination à proprement liée à la PNH par rapport aux femmes. C'est une question d'offre et de demande. La police est ouverte aux deux sexes, mais il arrive que ceux qui postulent ne sont pas aussi nombreux que les hommes. Mais la police, en tant qu'institution, est ouverte à les recevoir et d'en faire une institution mixte, vraiment mixte.
Mais comment, d'après vous, Sophie Bouteau de Lacombe, inciter les femmes à s'impliquer vraiment dans la sécurité, à venir s'inscrire au sein de la PNH sans difficulté, sans crainte? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'une part un aspect vis-à-vis des femmes elles-mêmes, et donc nous appuyons la PNH par rapport aux campagnes de sensibilisation des femmes dans le fait de s'investir dans le pays, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans les forces sécuritaires, dans la police nationale elle-même, mais aussi de la société elle-même. Et il y a ce travail de sensibilisation dans la société sur la place des femmes, le droit des femmes, et les hommes aussi sont responsables de donner toute la place aux femmes sur les listes électorales, par exemple, mais aussi à la PNH, des maris qui peuvent dire à leur épouse ou des partenaires qui peuvent dire à leur partenaire: oui, vas-y chérie, je te fais entièrement confiance, je te soutiens, tu peux t'engager dans la police nationale pour nous. Et souvent la réticence vient de l'autre côté aussi, de l'homme qui dit: mais non, qui va s'occuper des enfants, comment on va faire? Donc c'est un partenariat homme-femme, le fait d'engager les femmes dans la police, le fait d'engager les femmes pleinement à leur place dans la société. Oui, mais une réaction à ce qu'elle dit, est-ce qu'effectivement l'homme peut servir de contrainte à certains moments? Contrainte et incitation à la fois. Exactement. Les deux, ça va dépendre de l'état d'esprit et de l'ouverture d'esprit du partenaire. Mais je crois qu'il y a des décisions dans la vie qui ne tiennent pas à une personne autre que soi-même. Donc, c'est vrai qu'il y a des décisions qui se prennent à deux, mais au fait, le fait d'être mère ne devrait pas priver une femme de choisir ce qu'elle veut faire. Donc je ne pense pas qu'il y ait contrainte de ce point de vue. Et en termes de collaboration, un couple doit pouvoir s'entendre sur n'importe quoi. Mais vous êtes là, vous observez ce qui se fait en Haïti. Mais est-ce que les conditions de travail, les infrastructures, est-ce que cela vraiment invite les femmes à s'impliquer? Il y a différents aspects, et c'est l'aspect aussi de notre appui à la MINUSTAH, à la police nationale. Donc il y a le renforcement des effectifs, le fait de sensibiliser les femmes pour rejoindre cette institution policière, mais il y a aussi les partenaires des bailleurs internationaux qui, eux, vont accompagner l'État haïtien pour financer la construction de commissariats, pour financer les uniformes, les armes et les formations à l'extérieur dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un partenariat tripartite, j'allais dire, c'est-à-dire les autorités nationales, la police nationale, les Nations Unies, parce que c'est la MINUSTAH, mais c'est aussi les autres agences, fonds et programmes des Nations Unies qui appuient également pour des formations, par exemple, sur la lutte contre la violence faite aux femmes. ONU Femmes a une place très importante. On a aussi une section genre à la MINUSTAH qui appuie les formations à l'accueil. On a maintenant de nouveaux bureaux qui accueillent les victimes et qui sont formés. Il y a une nouvelle unité de réduction de la violence basée sur le genre. Donc toutes ces avancées-là doivent être concomitantes à des avancées de la société elle-même. Voilà. Donc, on a vu aussi, pendant ces dernières années, de nouvelles unités prennent naissance au sein de la PNH, par exemple la police communautaire, justement pour concrétiser le rapprochement de la population. Suivez ce reportage. Pendant l'instabilité t'a retourné dans le pays, PNH la mette campé l'autre unité pour approcher le plus près population. Tant que BPM, Brigade Protection Minière, police communautaire avec branche police sous bécane, politour, police touriste, avec police éducation et du pôle. François Bourg, de nombreuses personnes se demandent, mais pourquoi une police communautaire? Ah, ça c'est normalement, et ce sont des informations qui ont dû sortir en public. Il faut savoir que la police communautaire a été expérimentée dès le début de la police moderne en Angleterre, mais la notion même de police communautaire, si vous voulez, a pris naissance en Amérique du Nord, où rien ne marchait en termes de relations police-population et la criminalité battait son plein. Notamment dans les années 90-2000, par exemple, une ville comme New York était infestée de la grande criminalité. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites et les gens se sont rendus compte, si rien ne marche, il faut sortir du principe de la police du prince ou bien de la police répressive. Il faut s'approcher de la population qui est notre client et pour lequel on travaille. Et c'est là qu'ils ont trouvé une parade qui était là, mais dont ils ne se sont pas rendus compte.
Donc il y a des études qui ont été faites, je crois qu'il y a eu des vérifications expérimentales qui ont été faites sur le terrain, qui ont montré que tout le monde a une propension à être criminel, mais il faut aller vers les gens, les parler, intégrer les relations entre gens d'une même communauté pour que ça marche. Et la police a fait le premier pas. Donc ici, on ne va pas réinventer la roue. C'est toute la police qui aurait dû être communautaire en termes de proximité, en termes de rapprochement de la population, qui est notre premier client. Il arrive qu'il y a un certain nombre de problèmes exogènes qui arrivent sur l'institution qui l'empêchent de le faire. Par exemple, si on doit concevoir, on doit comprendre que c'est beaucoup plus facile de faire de la police communautaire là où il y a de vraies adresses, là où il y a un état civil sans faille, etc. Mais il faut commencer quelque part et c'est ce qu'on a fait. La police est partie sur ce chantier, je crois, depuis 2011, si je ne m'abuse, 2013, avec une unité. C'est déjà, la structure est là. Maintenant, il faut essayer de faire en sorte que ça fasse tache d'huile sur les autres unités. Et tache d'huile, il parle de tache d'huile. Donc, quelles sont vos perceptions par rapport à cette force, cette unité au sein de la police nationale? Je crois que ce qui est très parlant, c'est de voir que ce sont principalement des policiers à vélo, déjà. Donc il y a une vraie interaction avec la population, puisque quand on est à vélo, on peut s'arrêter, mettre un pied à terre et puis discuter avec la population, dire hey, « bonjour, qui j'ennuyais, baguette en forme ». Et cette proximité-là permet à la population aussi de se dire « mais cette police, c'est ma police ». Comme le disait Franz, c'est le client de la police, c'est la population. Mais la population est aussi un partenaire de la police nationale. Sans la population, la police ne peut rien faire pour localiser des criminels, pour pouvoir les arrêter, pour savoir dans un quartier comment ça se passe. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque maison. Donc c'est chaque membre de la population qui a la responsabilité aussi de permettre à la population de savoir ce qui se passe et de partager des informations. Vous vous souvenez de cette grande campagne qu'on avait il y a quelques années qui disait « Jéhoué, bouge pas, allez ». Parce qu'avant, c'était « Jéhoué, bouge pas ». Et il faut que la population puisse commencer à parler pour dire ce qui se passe et pour reconnaître que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, ce sont les défis et quelles sont les capacités de la police nationale face aux défis de l'heure, à court et à moyen terme. Mais tout d'abord, je vous invite à regarder ce reportage sur BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. Regardez cette séance de formation. C'est un exercice pratique, policiers Nations Unies a bail quelques agents PNH pour suivre surveiller bandit qui a fait kidnapping et puis joindre preuve pour marier. Sa bandi yo pas de connaît, postulant pour Cobria, brigade recherche et intervention, t'a ramassé information sur. Côté yo mette victime nan, comment réseau a opéré, qui est-ce qui complice. C'est ça moniteur UN yo ak agent Brio a discuté là. Donc ça faisait trois sites différents avec des prises de renseignements et des appels téléphoniques ou par radio de l'ensemble de l'effectif. On était collectés toute la nuit sur ce tableau. Comme on savait que le juge de paix a demandé une intervention tôt le matin, on savait que ça allait durer très longtemps. Donc le chef de groupe de la BRI a mis en place un turnover des effectifs. Après au fin planifié opération, 11 stagiaires prennent route pour y libérer victimes. C'est ce sur quoi ils vont devoir pencher, je pense, identifier les malfaiteurs, identifier les gangs qui commettent ces enlèvements, séquestrations, de manière à travailler sur eux en amont, d'accord, et à être présents quand ils vont commencer justement à commettre leurs méfaits, de manière à pouvoir sauver le plus de victimes possible et enrayer ce fléau qui aujourd'hui ternit un petit peu Haïti. Yo encerclé tous environ bâtiments, côté yo séquestré otage là. Yo posé la patte sous des complices qui t'a poté manger pour victime. Voilà, c'était la brigade de recherche et d'intervention au sein de la PNH, cette cellule qui travaille contre les enlèvements. Est-ce qu'on peut dire en ce moment que la PNH entre le dernier thème dont on a discuté, qui parlait de prévention, on parlait de police communautaire justement, et la BRI, ça me permet de faire un tempérament à ce que nous disions avant. C'est que la police a deux branches, la branche répressive et la branche préventive. Avec la police communautaire,
On intervient pour qu'on n'ait pas à intervenir de façon aussi musclée. Mais il faut disposer aussi de ces forces-là. Parce qu'il faut croire que même dans les sociétés les mieux futées, il y a une marge de personnes qui ne cadrent pas avec les normes. Donc c'est pour ça que ces unités ont reçu une formation très avancée. Et aujourd'hui, je pense qu'ils font moins de recherches. Mais avant, ils faisaient beaucoup de recherches et l'opérationnel vient après. Et pourquoi moins aujourd'hui? C'est peut-être la philosophie de la nouvelle administration de la direction. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au fait, ce sont les deux champs d'intervention. Ils font la recherche, l'identification et l'opération vient après. Mais ils ont les deux compétences, en fait. Mais quels sont, selon vous, Sophie Bouteau de Lacombe, les grands défis du moment pour la PNH? Alors, on est en train de terminer le plan de développement 2012-2016, donc finir le renforcement des effectifs, le recrutement de nouveaux cadets, augmenter le nombre de femmes policières. Ça, c'est un des grands défis. On en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi les infrastructures. C'est nécessaire de continuer de construire des commissariats parce que les sections communales n'ont pas toutes des policiers, même si on a augmenté les effectifs en région, puisque 30% de la police nationale aujourd'hui est présente en région, mais il faut continuer cet effort. Il faut aussi la formation spécialisée dont on parlait tout à l'heure, continuer en formation continue d'apporter sur les droits de l'homme, sur l'inspection générale un renfort particulier parce que même au sein de la police nationale, il faut qu'il y ait un contrôle qui soit fait des policiers, de la façon dont ils exercent la profession, la façon dont ils interagissent avec la population, la façon dont ils reçoivent les victimes aussi. Et il y a un autre volet, c'est la police judiciaire, c'est-à-dire que lorsqu'on arrête une personne, c'est pour qu'elle soit jugée. Donc il faut qu'elle soit arrêtée dans des conditions qui permettront derrière de la juger de façon correcte et qu'il n'y ait pas des personnes remises en liberté parce qu'on a mal fait le travail de police. Donc il y a un partenariat avec la justice aussi dans l'état de droit à mettre en place. Et il y a un nouveau code de procédure pénale d'ailleurs qui est en cours d'élaboration et de réforme. Donc tout est imbriqué en fait. La police n'est pas seule. La police est là aussi un des maillons de la chaîne judiciaire et notre appui au sein de la MINUSTA est là aussi pour aider à cette interaction, à ce qu'elle soit dynamique, à ce qu'elle soit efficace. Vous parliez tout à l'heure d'efficacité, pour que la chaîne judiciaire fonctionne et qu'une personne est arrêtée, elle est jugée et quand elle a servi sa sentence, elle est remise en liberté, elle peut se réinsérer dans la société. Et la même question, selon vous, les grands défis pour la PNH en ce moment? Alors, la PNH, c'est un élément dans tout. Il faut comprendre ça comme ça. Et je pense aussi que la MINUSTA l'a compris quand on a décidé que cette mission soit multidimensionnelle, politique et institutionnelle à la fois. On renforce la PNH et on renforce aussi les institutions politiques. Donc la chaîne pénale, c'est la PNH et la justice. On est d'accord. Donc de notre côté, nos renforts, les renforts qu'on a eus en termes de plan de développement, que l'on a tiré du plan de développement, nous a permis de faire des avancées. On nous reproche par exemple souvent que les dossiers sont mal montés. Je suis presque persuadé que tel n'est pas le cas pour les gars de la DCPJ qui ont au moins une vingtaine d'années depuis qu'ils font ce qu'on appelle la procédure pénale policière. On est d'accord. Bon, ce n'est pas encore le cas peut-être pour les directions départementales, les SDPJ ou les cellules d'investigation des commissariats. Mais quand même, il y a un certain acquis sur la manière de faire qu'on ne peut reprocher tout le temps que c'est parce qu'il y a des dossiers mal montés, etc. Maintenant, c'est toute la chaîne qui doit être prise en charge pour affronter les défis. Parce qu'il y va de la stabilité de la société. On est d'accord. Remarquez que le dernier cas en date, il y a eu 3 récidivistes parmi les gens qui sont présumés assassins de Nancy Mirville. Il faut comprendre que ces gens étaient dans un centre pénitentiaire. Ils sont sortis. Ils se sont évadés ou quoi? On ne sait pas. Même l'évasion, dans une société normale, on ne s'évade pas comme ça. On est d'accord. Donc, ce sont des problèmes que la police elle-même reçoit de l'extérieur et qu'elle doit faire avec. Et pour une institution qui n'est pas totalement verrouillée dans une stabilité permanente,
Donc c'est un petit peu difficile et pour elle et pour la société. Et à chaque fois que la police essaie de créer cette stabilité nécessaire à la société, on se rend compte que la position est mitigée, quoi. Mais vous l'avez dit, il y a eu 3 récidivistes et puis parmi ces bandits, ces présumés bandits, il y a eu des policiers, d'anciens policiers. Donc faut-il poursuivre un seul policier? Donc mais faut-il poursuivre avec le processus de vetting? C'est indispensable, mais il faut l'élargir aussi à d'autres institutions. C'est-à-dire? Et c'est mon mot. C'est-à-dire, il n'y a pas que... Alors, ça a une histoire. Le fait que les gens qui portent les armes sont beaucoup plus destinés à violer les droits des gens, on vise la police tout le temps. Mais il faut que les autres institutions aussi aient au moins un code d'éthique qui ne leur permette pas de faire n'importe quoi. Vous parlez d'institutions étatiques ou... Ah là, je parle de la justice, je parle des institutions économiques, je parle de toutes les institutions du pays. Il doit y avoir un moyen de filtrer les gens et de mettre un code d'éthique pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Et une réaction par rapport au vetting, on le sait que la MINUSTAH aussi s'était impliquée au départ pour épurer la police nationale d'Haïti. On avait appuyé effectivement le processus de vetting de la police nationale, qui ensuite est pris en charge par l'inspection générale, puisque c'est le rôle de l'inspection générale de faire ce travail-là. Et un petit peu comme à l'académie de police, où au départ les UNPOL étaient les formateurs de la formation initiale, donc pour renforcer les effectifs. Et puis ensuite, on a formé des formateurs. Et aujourd'hui, à l'Académie de police, les policiers haïtiens sont formés par des Haïtiens, depuis quelques années maintenant. Donc nous avons pris du recul et nous nous éloignons. Et c'est le rôle d'une mission de maintien de la paix, c'est le rôle de la MINUSTAH. C'est-à-dire que nous avions d'abord un appui opérationnel très fort, et petit à petit, nous avons transféré les connaissances, transféré les capacités pour que la PNH elle-même puisse faire le travail. Vous parlez aussi du vetting dans le sens de la confiance. Si on demande à nos auditeurs, il y a 10 ans, est-ce que vous faisiez confiance à un policier qui vous arrêtait dans la rue pour contrôler vos papiers ? Je pense que la majorité des gens diraient non, je ne lui fais pas confiance. Aujourd'hui, la police est présente, la police est professionnelle, il reste encore des efforts à faire, mais si vous demandez aux téléspectateurs, aujourd'hui, est-ce que vous faites confiance à la police quand ils vous arrêtent pour demander et contrôler vos papiers? Je pense que vous aurez largement une réponse positive. Et il y a eu d'ailleurs des sondages qui ont été faits l'année dernière par un institut de sondage qui a montré que près de 60% de la population haïtienne fait confiance à la police. Mais 40% seulement sont contents de son efficacité et du service qui est apporté. Donc ça montre qu'il y a encore des efforts à faire, mais qu'il y a déjà une première évolution. Et c'est pour ça que la MINUSTAH est dans une phase de transition maintenant pour passer vers une autre présence des Nations Unies en Haïti. Mais selon le commissaire sortant de la police des Nations Unies, Serge Thériault, il a dit que les élections, sur le plan sécuritaire, a été un test pour la police nationale. Test réussi, il a dit notamment. Donc en quoi consiste ce test d'après vous ? Eh bien, si on compare les dernières élections, 2015, avec les précédentes, où les Nations Unies, la MINUSTAH, avec la présence militaire, la présence policière, nous étions dans tout le pays. Ce n'est pas le cas pour les dernières élections, où nous étions absents de plusieurs départements. La PNH était seule en charge. Le plan de sécurité a été préparé par la PNH avec notre appui, alors que la dernière fois, nous étions beaucoup plus impliqués que cela. C'est un transfert en fait de compétences, un transfert de capacités qui s'est fait d'une année sur l'autre. Et la PNH était en première ligne. La UNPOL, présente dans les 10 départements, était là sur demande, et il y a eu très peu de demandes d'appui, et les militaires avaient une présence dissuasive, mais n'ont pas eu à intervenir directement. Donc là encore, un test. Pourquoi ? Parce que la PNH était pratiquement la seule à devoir gérer les cas d'insécurité éventuelle, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec les résultats qu'on connaît. Et vous l'avez dit, la police nationale poursuit son professionnalisme, poursuit son épuration. Mais que faire pour éviter à ce que la PNH ne soit une source d'emploi pour des gens qui viennent avec leur intention pour venir soit gagner de l'argent, soit faire autre chose que de travailler au service de la population? Alors, vocation ou intérêt, je parle. Oui, mais alors, ça peut être les deux. L'important, c'est que la personne trouve un cadre qui l'empêche de décrocher par rapport aux objectifs de l'institution. On est d'accord. Maintenant, parce que parmi les pionniers, si vous voulez, les premiers policiers, on ne pouvait être sûr que tout le monde était venu par vocation ou bien par professionnalisme. Et voilà. Maintenant, continuer avec le vetting, c'est déjà
un moyen de renforcer les capacités institutionnelles. Le vetting à l'entrée même de l'institution. Faire des enquêtes de proximité et de voisinage pour que l'on s'assure que ces gens ont eu une vie antérieure plus ou moins irréprochable. Je crois que c'est tout indiqué comme mesure. Ça n'a pas pris au départ parce on avait besoin de beaucoup de moyens pour le faire, mener des enquêtes de proximité autour de 3 à 4 000 postulants. C'était pas évident, mais au fur et à mesure, on l'a plus ou moins précisé et on se rend compte que à part des conditionnalités, je crois, sur lesquelles on s'entend pour revoir les conditionnalités afin d'améliorer la qualité des gens, mais on veut s'assurer que ces gens, au moins, ont un minimum d'éthique qui leur empêcherait de basculer. Toutes les polices du monde ont une police des polices, c'est-à-dire qu'au sein même de la police, il faut un organe de contrôle. Les médias aussi sont un organe de contrôle qui permettent de rapporter ce qui se fait, de donner plus de transparence à la population. J'ai remarqué depuis quelque temps qu'on ne parle plus d'accusations en disant voilà les meurtriers d'un tel et un tel, mais on dit les présumés. Donc même les médias aussi ont compris qu'il y a cette présomption d'innocence. Tant qu'une personne n'est pas jugée, on ne peut pas la déclarer coupable, malgré tous les faisceaux d'indices qui permettent de désigner cette personne comme responsable d'un meurtre ou d'une activité criminelle. Donc toute la société, depuis une dizaine d'années, depuis presque maintenant 11 ans que nous sommes là, a avancé sur cette présomption d'innocence, sur la nécessité d'une police professionnelle, d'une police compétente, d'une police en interaction avec la population, d'une chaîne pénale où tout le monde joue son rôle comme il doit le faire. Et maintenant, nous sommes dans cette transition où les Nations Unies doivent voir quel autre appui nous pouvons apporter aux autorités nationales. Mais à cet égard de présomption d'innocence, il faut dire que les organisations de défense des droits humains en Haïti ont joué un rôle important. Oui, vous avez subi leur pression. Oui, alors, c'est l'opinion publique à travers la société civile. C'est une part importante de toutes les sociétés civilisées de nos jours. L'opinion publique compte et il faut comprendre que l'État, c'est un organe relativement restreint qui est au service d'une population. Voilà. Avec tous les intérêts que cela peut comporter. Mais quand il y a des canaux de transmission des messages de la société civile, ça ne peut être que bénéfique. Nulle institution n'aurait dû avoir peur de ça. Et je voudrais même mentionner l'OPC, parce que l'Office de la protection du citoyen, c'est vraiment un organe aujourd'hui qui joue un rôle très important au sein même de la police, parce que certains policiers peuvent eux-mêmes subir des actions de l'institution contre eux, et l'Office de la protection du citoyen agit comme il le doit, comme autorité pour protéger chaque citoyen dans ses droits. Donc si je comprends bien, les organisations de défense des droits humains, les organisations de la société civile jouent aussi un rôle important dans la préservation des efforts, des acquis de la police. C'est l'équilibre de la bonne gouvernance, c'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer. La démocratie est là pour qu'il y ait une alternance et la société dans la bonne gouvernance est là pour que chacun dans la population, société civile, monde économique, les femmes, qui s'investissent aussi d'un point de vue transversal, les jeunes, parce que la société haïtienne est une société très jeune. Donc les jeunes aussi ont leur rôle à jouer pour dire ce qu'ils veulent du pays. Dans 5 ans, dans 10 ans, lorsqu'ils vont rejoindre eux-mêmes la vie sociale et économique, qu'est-ce qu'ils veulent du pays? Et donc si eux le disent aujourd'hui et aident à le construire, eh bien on peut espérer que chacun pourra jouer un rôle et que les Nations Unies seront là toujours pour l'appuyer. Voilà, on va voir maintenant le plan de développement de la police nationale d'Haïti. On va voir comment ce plan peut aider à contourner les obstacles et préserver les acquis. Mais bien avant, je vous invite à regarder un extrait de la déclaration de M. Serge Thériault. C'est le chef de police des Nations Unies en fin de mission. Regardez. Ce qui avait besoin d'être fait est déjà fait dans une certaine mesure, dans le sens où à l'intérieur du plan 2012-2016, il y avait des mécanismes de coordination des bailleurs de fonds, des mécanismes d'amélioration des capacités institutionnelles pour gérer la PNH. Et on a vu, par exemple, avec les élections, le gouvernement donner à la PNH des nouveaux moyens parce qu'il voulait s'assurer que la PNH était capable, habilitée à livrer la marchandise au niveau du plan de sécurisation des élections. Donc, la PNH a développé, en développant son image, en se professionnalisant, une capacité d'attirer elle-même des investissements
pour l'aider à accomplir sa mission, tant avec les amis de la PNH, qui sont des bailleurs de fonds internationaux, qui continuent de vouloir l'aider, tant avec des ententes multilatérales avec d'autres organisations policières pour développer des pratiques communes, faire des échanges, augmenter la capacité de la PNH, mais aussi avec le gouvernement et le CSPN, dont le premier ministre et le président, qui continuent de supporter la PNH et lui donner les moyens. Maintenant, mon plus grand souhait, c'est qu'avec le départ de la MINUSTAH, il y ait cette perception-là de sécurité qui soit augmentée, parce que le pays va être capable de montrer qu'il n'a pas besoin d'une assistance internationale en uniforme pour maintenir la sécurité et la stabilité, qu'on va avoir un apport économique de certaines compagnies, de certains organismes, certaines entreprises qui vont vouloir venir s'établir ici en Haïti, augmenter les revenus du pays pour qu'elle puisse se payer une police encore plus professionnelle. C'est sûr que la PNH a besoin de plus de moyens, mais si c'est la PNH que le pays a les moyens de se payer présentement, alors il faut qu'on l'accepte. Et puis, j'ai vu beaucoup de résilience dans le peuple haïtien depuis que je suis ici. Puis, je suis certain qu'avec les nombres que la PNH a présentement, puis avec tout ce qu'elle a appris, même si elle manque de moyens, elle va être capable de se débrouiller. Les gens font preuve de beaucoup de débrouillardise ici. Et puis, avec peu de choses, sont capables de vivre une vie quand même raisonnable. La PNH peut aider ces gens-là à vivre leur quotidien, même si elle n'a pas tous les moyens, mais je souhaite quand même qu'elle en développe un peu plus avec les mécanismes d'assistance qui lui ont été donnés dans le plan 2012-2016. Un extrait de la déclaration de M. Serge Thériault, qui est en fin de mission. Il a été le chef de la police des Nations Unies. Donc, une réaction par rapport à ce qu'il dit? Bon, le plan de développement, c'est la feuille de route, si vous voulez, de la PNH depuis 2006. On peut dire qu'il y avait un plan de réforme 2006-2011 qui n'a pas atteint tous ses objectifs et on a dû, après le tremblement de terre, revoir le plan et accoucher d'un autre plan qui est le plan de développement 2012-2016. Depuis, on est entré dans une phase d'institutionnalisation même de toutes les procédures et mécanismes de fonctionnement de la PNH. On n'est pas tout à fait satisfait de l'avancée. Quels sont les objectifs qu'on n'a pas pu atteindre dans le premier plan? Alors, sur le plan de la quantité, de l'augmentation de l'effectif, aujourd'hui, on est à 12 000 et il y a environ 1500 policiers et policières qui sont en formation à l'académie. De ce point de vue, on a fait beaucoup de progrès, on est d'accord. Mais là, on n'a pas encore pu construire des indicateurs de performance pour savoir est-ce que la qualité a été considérablement améliorée. Sur certaines unités spécialisées, oui. Mais sur la police administrative dans son ensemble, à cause de la rétroaction des citoyens, on n'est pas trop sûr qu'on est à 60-80% de satisfaction, comme Sophie l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est sur la qualité, je pense qu'il va falloir qu'on insiste beaucoup plus, et cela commence dès le recrutement. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a plein d'autres avancées. Par exemple, le corps d'intervention et de maintien d'ordre a acquis une expérience certaine en matière de gestion de foule et gestion de manifestations violentes ou festives. On est d'accord sur ce point. La BRI, les unités d'intervention, le SWAT, ce sont des unités qui ont acquis une certaine expérience et sur lesquelles, aujourd'hui, on peut compter sans problème. Maintenant, c'est le travail au quotidien qu'il faut essayer d'améliorer le plus possible, rapprocher la police de la population, si tant est que dans un autre registre, la situation de la population s'améliore aussi, parce que ça pourrait toujours aider à ce rapprochement. Mais la police est disponible et ouverte à toute la population de manière à marginaliser le plus possible le pan criminel de la société. Et c'est son rôle. Concrètement, s'il fallait combler du vide à l'intérieur de ce plan, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Si vous Écoutez, avez il y a 60 activités qui sont menées à l'intérieur de ce plan et qui couvrent des domaines de l'infrastructure, de la formation et des équipements immatériels, de la communication
il y a un ensemble de champs qui sont couverts. Par exemple, on a eu beaucoup de progrès en matière de communication. Il y a 50% de communication intradépartementale. Pour la communication interdépartementale, c'est 100%. C'est un projet d'environ 4 millions de dollars qui a été consenti pour ça. C'est dire qu'il y a eu des avancées. Mais si je dois répondre directement à votre question, il faut comprendre que sur les 302 lieux de police dont on dispose, on aurait aimé avoir, par exemple, des hôtels de police où nos policiers qui partent en transfert puissent être mieux logés, que les commodités d'usage leur soient accordées. Donc, on n'en est pas encore là. Et c'est peut-être le plan 2017-2021 qui va fixer tout ça. Aujourd'hui, il y a aussi un manque de ressources matérielles pour la simple et bonne raison que il n'y a pas eu le résultat attendu ou bien le décaissement attendu. Mais pourquoi 20 ans après, 20 ans d'expérience après, on parle encore de manque de ressources. Il faut comprendre aussi que le pays a des ressources limitées. Si c'est l'État qui nous pourvoit, il faut comprendre, il faut aller avec le rythme de l'État. C'est vrai que la sécurité est transversale et occupe un grand espace dans la société. Il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'autres dépenses à faire. L'important, c'est de bien gérer ces ressources. Mais dans le budget, on a le sentiment, la part de la police nationale, du budget national? Moins de 10%. Parce qu'on est à aujourd'hui, alors le dernier budget, je ne peux pas te donner exactement par rapport à vous ferez le calcul vous-même, mais je crois qu'on est à 7 milliards et plus. On était à 5 milliards il y a 2-3 ans. Il y a eu une progression. Ce n'est pas suffisant, mais ça a quand même progressé. Et le plan a été très bien soutenu par le gouvernement et par les bailleurs de fonds. Et vous savez que sur le plan structurel, on a créé ce qu'on a appelé l'unité de planification stratégique qui est dans sa phase d'autonomisation par rapport à nos partenaires de la MINUSA. Ce sont des progrès évidents que l'on ne peut nier. Mais sur le fait même des infrastructures, du nouvel armement et des matériels roulants, on a vu les résultats avec les élections. On a acquis beaucoup d'expérience et on a créé aussi une cellule qui peut monter des opérations et de sécurisation de ces grands événements. Donc, c'est la dynamique institutionnelle même qui demande à ce qu'on fasse des choses qui puissent améliorer le quotidien de l'institution et par voie de conséquence le quotidien du citoyen. Donc, on est sur le plan, ça va se terminer en 2016. On est certain que le plan 2017-2021 qui sera rapatrié, si vous voulez, c'est une très bonne chose que l'unité de planification stratégique puisse réidentifier un certain nombre de besoins pour l'avenir de l'institution et ça va être notre propre bébé, si vous voulez. On parle aussi de préservation d'acquis, de préservation de confiance, mais dans ce plan, nous sommes à la fin du plan 2012-2016. Donc, qu'est-ce qui est prévu vraiment pour maintenir cette confiance que la population place en vous? La formation. La formation, il faut comprendre que aujourd'hui, nous avions eu, avec l'Académie de police, par exemple, des élèves commissaires, et on a eu aussi des commissaires élèves. La différence, c'est que ce sont des gens qui travaillaient déjà dans le domaine de la sécurité, qui assumaient des postes de commissaires de police et qui sont retournés à l'Académie pour se perfectionner. C'est-à-dire que c'est des gens qui font partie du corps de conception d'une institution, doivent pouvoir renouveler ses connaissances au fur et à mesure. Voilà, c'est... Quid des conditions de travail, des promotions de carrière au sein de la PNH, le salaire? Elles ont été améliorées. Mais maintenant, sur le plan de carrière ou bien sur la promotion, sur la façon de délivrer les promotions, ce problème n'est pas encore totalement résolu. Il faut comprendre que c'est le statut et le plan de carrière qui doit finir avec ça. Et le dernier plan de carrière est en train d'être révisé, est en train d'être amélioré, je dirais, pour qu'il y ait une phase transitoire qui puisse régler un ensemble de problèmes et repartir sur de nouvelles bases afin de faire taire les frustrations et de motiver, à contrario, tous ceux qui ont connu des moments difficiles, soit parce qu'il n'est pas branché, soit qu'il...
on est sur le point de sortir de cette situation qui a déjà trop duré au sein de l'institution. Il faut qu'il y ait des schémas tout tracés pour que les gens soient promus à l'intérieur d'une institution et non pas sur la base méritocratique, mais pas sur la base de clientélisme. Voilà. Voilà, nous sommes en plein dans le plan de consolidation de la mission des Nations Unies qui va se retirer au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui est fait, Sophie Bouteau de Lacombe, pour aider la PNH à préserver ses acquis? Parce que vous ne serez plus là aux côtés de la PNH. Alors, la colocation, déjà, c'est quelque chose qui, depuis le début, fonctionne très bien. Cet échange d'expériences dans les commissariats avec des policiers des Nations Unies qui sont affectés à un commissariat, qui travaillent au jour le jour avec les policiers haïtiens, qui partagent leur expérience et qui aussi acquièrent de l'expérience, puisque j'ai eu différents retours de collègues UNPOL qui m'ont dit « mais moi aussi, j'apprends ». Dans le cadre de mes activités quotidiennes avec la police nationale. Donc il y a ce transfert d'expérience qui continue. Il y a les formations où on a aidé à former des formateurs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une mission d'évaluation stratégique qui va arriver normalement après l'installation du nouveau président, du nouveau gouvernement. Donc les Nations Unies, le secrétaire général, a demandé à ce qu'il y ait une évaluation de la situation par une mission stratégique. Et basé sur cette évaluation stratégique, il va déterminer la nouvelle présence des Nations Unies. Est-ce qu'il sera nécessaire toujours d'avoir une présence policière ou non? Est-ce qu'il sera nécessaire toujours d'avoir une présence militaire ou non? Quel appui nous devrons apporter aux autorités nationales? Donc cette mission d'évaluation stratégique va permettre de le savoir. Et le 15 octobre de l'année 2016, l'année prochaine, le Conseil de sécurité, sur la base de ces recommandations, pourra voir ce qu'il va faire. Et une réaction? Bon, et il faut comprendre les conditions dans lesquelles la MINUSTAH était arrivée ici. Okay? C'était indépendamment de la volonté de la police qui n'existait pas encore. Il faut comprendre que les choses ont changé depuis. Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Et là, si la MINUSTAH doit se retirer dans les meilleures conditions possibles et que nous pouvons assumer dans les meilleures conditions possibles, ce serait bon pour tout le monde serait content. Mais il faut comprendre aussi qu'une transition, ça demande du temps. Et ça demande un bon timing parce qu'il faut se rappeler aussi que depuis 1993, les Nations Unies sont ici. Il n'y a eu qu'un éclairci de 3 ans, 2001-2004. Mais maintenant, si la police ou bien le pays doit prendre en charge sa destinée, il va falloir que ce soit pour de vrai. Que les Nations Unies n'aient pas à revenir sur ce qui a été fait. Donc la consolidation, c'est eux, c'est nous aussi. Mais après le départ de la MINUSTAH, je ne sais pas si vous analysez déjà tout ça. Quels pourraient être selon vous les risques sur le plan environnemental, sécuritaire? Vous avez peur de dire politique. Pour le plan. Oui, pour le plan. Vous avez peur de dire politique. Parce que l'environnement, c'est un tout, justement. J'ai parlé tantôt, parce que dans les analyses, par exemple, d'études de plans stratégiques, il faut considérer toutes les contraintes. Et les contraintes, si elles ne sont pas endogènes à la police, des fois, elles sont externes à la police. Et il faut compter avec pour essayer de les mitiger. Et on est en plein dans ces situations qui ont l'air de ne pas trop changer. En matière de rapport institutionnel, en matière de neutralité, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que la police garde sa neutralité parce qu'en tant que seule institution armée, on est en train de la tirer à tort et à travers. Mais sincèrement, donc là, on est certain qu'on est sur... Sincèrement, est-ce que la PNH est prête à assumer, à prendre ses responsabilités? On a vu que la perception a augmenté. Mais pas seul. Quand je dis pas seul, je suis un petit peu aronien sur ce point. C'est le primat du politique, vous savez. Voilà, parce que si la politique doit changer, elle doit changer avec la police. La police peut aider à changer cela. La preuve, notre prestation lors du second tour des élections. Mais là, il faut compter avec la consolidation de la police, certes, mais il faut que quelque part, il y ait aussi des changements qui se font. Ce qui me paraît important aussi, c'est de clarifier la présence des Nations Unies, ce que ça veut dire aujourd'hui en Haïti. Il y a la MINUSTAH, qui est une mission de maintien de la paix,
qui dépend donc du Conseil de sécurité. C'est pour ça que chaque année, une décision est prise par le Conseil de sécurité. Mais il y a aussi les agences, fonds et programmes des Nations Unies. C'est-à-dire cette grande famille des Nations Unies qui est présente ici. Tout le monde connaît l'UNICEF, le PNUD, le PAM pour l'agriculture, la FAO, UNFPA pour la population, l'UNEP pour l'environnement. Il y a toutes ces agences, fonds et programmes qui étaient là avant la MINUSTAH, qui seront là après la MINUSTAH. Donc cette présence des Nations Unies aussi, cette présence de maintien de la paix, c'est elle qui doit se transformer. Et donc c'est ça que le Conseil de sécurité devra décider le 15 octobre. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi.